Est-ce que la purge est terminée sur Pernod Ricard? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore beaucoup de monde qui regarde régulièrement la chaîne sans être abonné. S'il vous plaît, faites-le, ça aidera à faire connaître mon travail. On commence tout de suite avec le cours du numéro 2 mondial des spiritueux. Le numéro 1, on rappelle, c'est Diageo. Bon, ça a quand même bien dévissé depuis les sommets. Donc moi, j'ai été actionnaire, on va dire, sur 2024-2025, ça n'a pas porté chance. J'ai réduit lourdement ma position. Il me reste une action pour continuer à suivre. Bon, ça rebondit quand même, hein. On a touché un point bas à 82 à peu près. Là, c'est en train de rebondir. Dans l'actualité sectorielle, on a toujours des problèmes, on va dire, de déstockage, de consommateurs qui est un peu en berne, une tendance à la moindre consommation. On a le PDG, la PDG de Diageo qui a été virée. Côté, et dans les deux, enfin côté Pernod Ricard, Diageo et aussi chez Campari, Brown-Forman et compagnie, il y a des plans de licenciement malheureusement. Il faut réduire les coûts parce qu'on est encore en bas de cycle. Bon, en tout cas, le marché semble avoir décidé que le point bas a été atteint. Pour l'instant, en tout cas, on est sur un rebond quand même assez intéressant, hein, de ouais, presque 15-20% hein, depuis le point bas. Bon, allez, on regarde les chiffres. Alors dommage, on n'a pas la métrique acquisition, alors qu'on sait très bien enfin, c'est un secteur qui fait que de la fusion-acquisition maintenant, hein. Donc ça, j'aurais bien aimé l'avoir. Bon, la croissance est faible. En fait, c'est que ils font de la croissance euh, plutôt externe. On a eu ici, vous savez quoi, hop, énorme rebond du secteur globalement suite au déconfinement. Évidemment, tout le monde a voulu sortir et picoler pour un peu profiter de la vie après être enfermé, avoir été enfermé. Et ensuite, évidemment, ils sont allés trop loin, les producteurs de spiritueux. Ils ont fait trop d'investissements, trop de stocks, surcapacité, ralentissement brutal avec l'inflation, et hop, ralentissement. Bon, on voit ici, la dérivée seconde est positive. C'est-à-dire que la décroissance est de moins en moins prononcée. Donc, en finance, on ne regarde pas la dérivée première, c'est-à-dire on ne regarde pas le chiffre de décroissance, pour en parler, on regarde la dérivée seconde, qui nous donne, c'est comparable à une accélération en physique. Bon, ben là, on nous dit que la décélération diminue, donc, hop, on va peut-être commencer à voir un peu le bout du tunnel sur les spiritueux, au niveau de la croissance. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau des taux de marge, sur le taux de marge brut, ça baisse un petit peu sur 10 ans. Donc, on n'arrive pas à monter suffisamment les prix par rapport à la hausse des coûts. La stratégie classique des vins spiritueux, actuellement, c'est le mot-clé premiumisation. Donc, on essaye de monter les prix en vendant des produits de plus en plus de meilleure qualité. Bon, ce qu'on voit sur le taux de marge, c'est que ça, pour l'instant, c'est pas fantastique. Il est en légère baisse. Alors après, quand on fait la décroissance, évidemment, le taux de marge brut, c'est très dur de le maintenir puisque vous avez l'effet, en fait, plus de coûts fixes à distribuer sur moins de volume, donc marge unitaire en baisse. Bon, on va dire que ça résiste quand même pas si mal, hein. Au niveau du taux de marge d'EBITDA, là, ça résiste bien mieux, donc on arrive à compenser avec de l'efficience opérationnelle. On est proche de la médiane à 29,5. Très bien, hein. On est en légère progression sur 10 ans, ça se maintient très bien au niveau des opérations. Au niveau du taux de marge net, le problème, donc ça diminue un petit peu. On est au niveau d'il y a 10 ans. Bon, il faut comparer au free cash flow, mais le problème, c'est qu'il y a moins de free cash flow. Il n'y a pas de free cash flow, en fait, dans certaines industries, hein. On va en parler après. Bon, au niveau du taux de marge net, le problème, c'est que les frais financiers sont maintenant en forte hausse. Ils sont très endettés, hein, les vins spiritueux, les acteurs de cette industrie-là. Et donc, ça, avec de la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu après 2022, évidemment, ça s'est vu manger le résultat financier à cause des charges financières, à cause des intérêts sur les emprunts. Et donc, ça fait baisser la marge nette. Bon, ça reste un niveau un peu. Pour les spiritueux, on voit que la médiane, c'est quand même 15,5. Là, on est à 9,8. C'est pas terrible, hein. Donc, il va falloir voir comment ça évolue. Est-ce qu'ils arrivent à se désendetter, en fait? Ça va être ça la clé, hein. Pour remonter le taux de marge nette, il va falloir se désendetter. Très clairement. Allez, au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est là qu'on voit que c'est une industrie qui est quand même intensive en capital, hein. Vous avez quand même structurellement moins de free cash flow que de bénéfices nets. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du BFR. Il est positif et il est en variation de plus en plus rapide, hein. On est à 5,8 milliards de besoins en fonds de roulement. Et cette variation sur 10 ans, elle est négative, elle est positive de 9,5 milliards. Et ça, c'est négatif pour les free cash flow. En fait, ce qui coûte cher, c'est pas les délais. Enfin, en gros, le BFR, je rappelle.
délai de paiement, c'est le délai de paiement client, c'est impacté par le délai de paiement client et le délai de paiement fournisseur. Si vous faites payer vos clients avant que vous ne deviez payer vos fournisseurs, vous avez un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Et ça, c'est avantageux. C'est-à-dire que ce sont les clients qui financent les opérations. Vous n'avez pas besoin d'argent dans les opérations pour faire tourner la machine au jour le jour. Il y a aussi les stocks qui entrent en ligne de compte dans le BFR, et c'est le problème pour les spiritueux. Exemple caricatural de ça, c'est Rémi Cointreau, avec leur stock de cognac là, qui, en fait, leur BFR, elle est énorme. Bon, et pour Pernod Ricard, c'est la même histoire. Hein. Vous avez en fait des stocks énormes à gérer. En fait, vous devez faire vieillir votre liquide, votre spiritueux pendant 8, 10, 15 ans. Ça dépend des produits que vous faites. Hein. Par exemple, un whisky 15 ans d'âge, bah, voilà, hein, il va falloir qu'il mature. Et donc ça, ce BFR, il s'est accéléré, pareil, depuis 2022, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Parce que le stock, en fait, le coût des stocks est corrélé, évidemment, à la hausse des taux d'intérêt. Hein, parce que vous avez besoin de louer un espace, etc. Donc ça vous coûte cher. Et le stock coûte cher. Ensuite, on a un autre problème, c'est la dépense en capital. Vous devez construire des... Alors, on va fermer ça. Vous devez construire des distilleries, et ça coûte très très cher. La dépense en capital est structurellement plus élevée que les dépréciations amortissements. Mais attention, on a des other non-cash items. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Je suis à peu près sûr que ce qu'il y a là-dedans, il y a des écarts, en fait, il y a des dépréciations d'écarts d'acquisition. Le problème de cette industrie, c'est qu'ils font beaucoup de fusions, acquisitions destructrices de valeur. Donc ils achètent une marque, on paye une certaine valeur. Les capitaux propres de l'entreprise qu'on achète, ils sont bien sûr inférieurs à cette valeur la plupart du temps. Donc on enregistre un écart d'acquisition positif. Et tous les ans, on doit faire des tests de dépréciation de ces écarts d'acquisition. Est-ce que la marque qu'on a achetée, elle a délivré ce qu'on a imaginé en termes de résultats? Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, on détruit la valeur avec ces écarts d'acquisition, et après, ça passe en dépréciation d'écarts d'acquisition, et ça revient dans les other non-cash items. Il doit y avoir d'autres éléments, donc là, il faut aller dans le tableau de trésorerie pour comprendre ce dont il s'agit. Mais du coup, ça vous donne... Donc, ces éléments-là vous donnent normalement des free cash flow positifs, hein, parce que si vous faites CAPEX, si vous faites dépréciation amortissement plus other non-cash items, vous êtes à 20 milliards à peu près, ça fait un peu plus que les CAPEX, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il faut aller dans le tableau de flux trésorerie pour comprendre. Toujours est-il que si vous voulez valoriser Pernod Ricard en utilisant les free cash flow ou les bénéfices nets, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Et bien sûr, ça vous donnera une valorisation beaucoup plus pessimiste. Hein, l'outil sera beaucoup plus élevé. Donc, il faut le prendre en considération. Allez, la rentabilité opérationnelle. Quand on regarde, elle plonge. Hein. La rentabilité opérationnelle, elle plonge. Hein. On est sur... alors, est-ce qu'ils perdent des parts de marché? Voilà, c'est ça la question. En fait, normalement, la rentabilité plonge à cause de plusieurs facteurs. Un des facteurs importants, c'est les pertes de parts de marché. Mais il y a aussi, évidemment, le coût, les coûts des opérations, etc. Donc, la moindre efficience opérationnelle. Bon, comme quand il y a beaucoup de stocks et que le taux d'intérêt a monté, je pense que ça explique aussi pourquoi la rentabilité est en forte chute. Hein. Mais on n'a pas vu une telle rentabilité à ce niveau-là depuis... On est en 2006. Hein. Voilà, on est assez loin de la médiane maintenant, donc il faut qu'ils fassent quelque chose pour redresser cette rentabilité. Et donc ça va passer par des cessions d'actifs et du désendettement, à mon avis. Donc pour l'instant, on est à 7%. C'est pas fantastique. Hein. Après, la croissance organique, elle est faible, hein, on est à 3%. Mais on est très endetté, donc il faudrait avoir une bonne rentabilité pour pouvoir se désendetter. Là, c'est pas le cas. Donc pour moi, je pense que l'unique moyen de se désendetter, ça va être de faire des cessions d'actifs. C'est ce qu'ils font. Hein. Ils cherchent par exemple à trouver un repreneur pour le champagne Mumm. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Mais régulièrement, ils cèdent des actifs en fait, qu'ils ont acheté trop cher, malheureusement. Mais c'est comme ça. En termes de dette nette sur EBITDA, en termes de levier, donc il doit y avoir des obligations locatives. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là parce que là, on nous dit qu'on est à 3,8, 3,7. Hein. Donc il faut peut-être retraiter cette dette nette-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est au-delà de 3 fois l'EBITDA en dette nette sur pas mal d'acteurs du secteur. Ça, c'est un problème. Et on voit que cette dette nette-là ne diminue pas. Donc, il va falloir céder des actifs maintenant, en fait. C'est plus via la rentabilité qu'on va... À court terme, c'est pas via la rentabilité qu'on va pouvoir se désendetter. Il va falloir céder des actifs et diminuer un peu la voilure. Au niveau des free cash flow, c'est quand même 12 fois. Hein, donc, la dette est un vrai sujet dans cette industrie.
Au niveau de la rémunération de l'actionnaire, c'est là que c'est un peu déraisonnable. On fait 1 milliard de free cash flow sur 2024, on a versé 1,2 milliard. Pas soutenable. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Donc il y a eu un acompte de dividendes, donc Pernod Ricard verse son dividende en 2 parties, un acompte et un solde. J'ose espérer que les actionnaires ne voteront pas le solde du dividende lors de l'assemblée générale. On a besoin de garder du cash pour désendetter le groupe. Donc il ne faut pas que le dividende soit versé. Si c'est le cas, on va encore faire monter la dette et ça va devenir très très risqué. Donc voilà ce qu'on peut faire. On va céder des actifs pour payer le dividende. Est-ce que ça c'est une politique qui est soutenable? Je ne le pense pas. Donc si les actionnaires reviennent à la raison, ils voteront la coupure du dividende. Au niveau des actions, ils ont racheté des actions quand c'était hyper cher. La valorisation a plongé, on va le voir après, mais elle a plongé plutôt vers 2022. C'était pas forcément le bon timing pour acheter des actions. À partir de 2023, peut-être que c'était intéressant. Ces actions, je me souviens plus s'ils les annulent. Je crois que oui. Ils en donnent une partie aussi aux salariés et aux managers, donc il faut regarder. Ça nous donne un rendement d'actionnaire à 5,7%, mais c'est pas soutenable du tout. Donc pour l'instant, il faut s'attendre à ce que le rendement du dividende tombe à 2%. Et ça sera soutenable. Donc rémunération de l'actionnaire en suspens, à mon avis. Au niveau de la valorisation, on va comparer par rapport à l'historique. Voilà. On s'est vraiment payé aussi peu cher sur 20 ans. Donc la dernière fois, c'était dans la période troublée de 2008-2009 qu'on s'était payé à ce niveau-là. Dans l'absolu, ça reste pas value, ça reste un peu cher. Pourtant, on est vraiment dans le fond du cycle. C'est un peu ça le problème de cette industrie. Elle se valorise un peu comme du luxe, mais c'est pas aussi qualitatif que du luxe. Donc, ils n'ont pas autant de pricing power que du luxe en fait. Donc, je pense que quand je suis rentré sur Pernod Ricard, j'avais pas encore bien défini ma stratégie. Je pense que j'ai fait une erreur de sélection. C'est pas du tout. Moi, je me concentre maintenant sur des entreprises value, en stock picking en tout cas. Donc, Pernod Ricard, maintenant, je rentrerai plus dessus, je pense. C'est c'est pas value maintenant. Mais en revanche, le multiple est quand même faible par rapport à l'historique. Si on compare au comparable, donc Diageo, évidemment. Diageo, hop, DGE, ils vont nous sortir. Voilà. Si on sort Brown-Forman aux États-Unis, on va comparer à Campari aussi, qui est plus petit, autre profil. Donc, peut-être pas Campari, parce que Campari, c'est plutôt une boîte de croissance. Brown-Forman, on a Constellation Brands, mais c'est plutôt, ils font aussi de la bière, surtout de la bière. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre Beckley, société mexicaine. Bon, voilà, on a quelques comparables. En termes de market cap, alors là, c'est pas en dollars US, donc ça rend la lecture un peu compliquée. Et si on compare, on n'a pas vraiment beaucoup de points de comparaison. À Diageo, à Brown-Forman et à Pernod Ricard, si on les compare, donc ils sont plus gros quand même, mais Brown-Forman est quand même comparable à Pernod Ricard. Diageo, c'est quand même le double. Pernod Ricard est celle qui se paye le moins cher. Brown-Forman est coté aux États-Unis. Donc, il y a quand même un premium sur les boîtes US. Bon. Donc, on voit que on est sur la valorisation de Diageo. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de potentiel sur Pernod Ricard? En réalité, oui. Si on regarde par rapport au comparable, si on allait par rapport à l'historique, il y a du potentiel quand même. On pourrait revenir, je ne sais pas si on va revenir à la médiane, mais on peut revenir précédent point bas de valorisation à 13,5. Ça c'est possible. Ça reste un peu cher quand même en fait. Donc, je vais vous donner les éléments à surveiller. Il faut que le dividende soit coupé. Il faut qu'il y ait des cessions d'actifs, in fine, pour que la dette baisse. C'est le principal point, c'est la baisse de la dette. Le second point, ça va être le retour de la rentabilité à un niveau médian de 8,5%. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.